657e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Je pensais vous parler d'abord d'international, mais je vais vous parler de national qui finit par ressembler à l'international, puisque le gouvernement français envisage un statut d'autonomie pour deux départements français, une région française, la Corse. Quelle est votre première impression sur ce projet en période électorale de changement institutionnel touchant un point essentiel du territoire français, la Corse, les Corses? Je trouve ça absolument détestable, aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans la forme, parce que c'est consécutif à des manifestations, certes violentes, enfin relativement violentes. Il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés. Si, il y a beaucoup de blessés, mais c'est dans les services d'ordre. Donc, il semble que les gendarmes acceptent assez facilement de se faire caillasser ou bombarder à coups de cocktail Molotov. Ça, c'est pareil que c'est l'expression de la démocratie. Personnellement, je pense que cela manque un peu d'autorité dans le maintien de l'ordre. Dans des cas comme cela, on ne peut pas tolérer que la violence de rue soit le guide de la politique française. Et alors, la deuxième, sur le fond, il est évident que prononcer même le mot d'autonomie, le mot d'autonomie, qu'il a été par le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, oui, en fait, oui, pardon. Eh bien, c'est un véritable scandale pour moi. Car la France, dans sa définition constitutionnelle, est une et indivisible. Et la Corse est un département français depuis plus de 100 ans. Et par conséquent, le simple énoncé de ce concept indique, à mon avis, un débordement de la logique républicaine qui me paraît gravissime, parce qu'il porte en lui le mécanisme d'aggravation constante qui, de manifestation en manifestation, peut conduire à la revendication de l'indépendance. Vous vous souvenez que la Corse a été acquise aux dépens de l'Italie en 1787, en 1767, c'est-à-dire 2 ans avant la naissance de Napoléon Bonaparte. Il a failli naître italien. Enfin, c'était pas l'Italie en l'occurrence, mais c'était, comment dirais-je, oui, parce que il a failli naître génois. Et il n'est resté que génie. Vous allez faire plaisir à un certain candidat de l'élection présidentielle qui s'en réfère. Alors, il y a eu beaucoup de tentatives, notamment du temps de Nicolas Sarkozy, président de la République, un référendum qui a avorté, puisque les Corses sur place n'étaient pas d'accord, et ainsi de suite. Autrement dit, on n'en sort pas de cette affaire. Quel est le statut possible de cette région, puisque ça a changé, il y a un conseil régional qui n'est pas complètement un conseil régional comme les autres régions, des attributions nouvelles. Là, il s'agit d'autre chose, l'autonomie, c'est-à-dire une quasi-possibilité de légiférer. Oui, c'est aussi la force des mots. En l'occurrence, la Corse est une île, c'est une constatation. Et elle a donc des difficultés qui lui sont propres et qui doivent être autant que possible compensées normalement pour que la règle de l'égalité des citoyens soit respectée. Il y a en particulier, si je puis me permettre, la continuité territoriale, car il est évident que l'accès à une île, même si elle n'est pas très distante du continent, suppose un certain nombre d'efforts collectifs pour mettre de l'égalité dans tout cela. C'est sûr. Et ceci, tout de même, est en progrès constant. Et des efforts ont été faits dans ce sens-là. Ça ne sera jamais parfait. Mais à la limite, un certain nombre de départements de ce qu'on peut appeler la métropole pourraient aussi se plaindre dans ce cas-là. Et certains se plaindront. Il est bien évident que toute faiblesse dans la conduite des affaires corses conduira à une aggravation des relations avec des pays comme les Pays Basques. Et même votre Bretagne ?
Oui, en Bretagne, je crois que le sentiment autonomiste s'est considérablement affaibli. On a longtemps parlé de désenclavement de la Bretagne, tout de même. Oui, c'est vrai, mais il avait été compromis, il faut bien le dire, pendant la guerre où le parti nationaliste breton s'était affiché comme un parti collaborationniste, en dehors, bien sûr, de la discipline nationale, puisque les Bretons ne se prétendaient plus français. Par conséquent, ils ne se sentaient pas engagés du tout par la politique, et donc ils pouvaient se permettre de faire des choses que ne pouvaient pas se permettre de se faire les Français en général, en l'occurrence. Vous vous souvenez que souvent... Mais je crois que ce sentiment s'est beaucoup affaibli, mais toute institution aspire à plus de pouvoir, naturellement. Et c'est le métier de la nation, c'est justement de contenir ces tendances pour les garder à l'intérieur d'un ensemble viable. Et le nôtre est historiquement viable depuis très longtemps, et c'est un des gages de la solidité et de la continuité de notre institution nationale. Votre cœur bat pour la Corse. Vous aimez la Corse, je crois. Bien sûr, j'aime la Corse, c'est un pays magnifique et superbe. Et puis même, je vais même vous dire, moi j'aime bien les Corses. D'ailleurs, j'ai une filleule corse, en l'occurrence. Et donc j'ai des liens amicaux très forts avec les Corses. Et l'idée qu'ils puissent ne plus être français ou être moins français que d'autres m'est insupportable. Changeons de sujet, passons à l'international avec la guerre qui actuellement se déroule sur le sol de l'Europe. Il s'agit de la guerre de l'Ukraine, l'attaque de la Russie contre un État indépendant, l'Ukraine. Alors, il y a une proposition aujourd'hui qui est mise sur la table par le gouvernement ukrainien. Il s'agit de la neutralité possible ou pas de la situation de l'Ukraine. Autrement dit, une situation comparable avec l'Autriche ou avec la Suède, le refus absolu d'adhérer à l'OTAN, une distance de la neutralité avec l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance de neutralité diplomatique ou bien est-ce que tout ça va continuer? Et est-ce qu'il y a un risque d'escalade? Je pense que malheureusement, ça va continuer. Et qu'il y a évidemment un risque d'escalade, bien que la limite nucléaire soit telle que l'escalade devient mortelle. Mais on sait aussi que dans un certain nombre de cas, les mécanismes échappent aux hommes et sont conduits par leur logique interne. Et par conséquent, ce n'est pas parce que personne ne voudrait de cette guerre qu'un certain nombre de dispositions qui sont prises puissent y conduire. Et cela, c'est de quoi nous angoisser tous et nous tenir à des règles qui sont, à mon avis, relativement simples, qui consistent à conserver et à défendre les institutions de la République telle qu'elle est conçue et dans laquelle s'inscrivent ces problèmes. Ça veut dire que l'ordre international, puisque vous faites une comparaison avec la République en interne, il faut que l'État de droit, autant que possible, partout, le respect des frontières établi avec souvent beaucoup de difficultés. On se souvient, par exemple, lorsqu'il y a eu la réunification de l'Allemagne, il fallait sécuriser la frontière Oder-Neisse qui remettait en cause éventuellement, s'il y avait eu d'autres revendications, un équilibre issu de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça est extrêmement précis, parfois injuste, puisqu'après tout, vous avez approuvé le passage de la Crimée dans l'orbite russe en considérant que c'était un des cœurs de la Russie. Absolument. La ville de Kiev a un sens religieux extrêmement profond du point de vue de l'orthodoxie. C'est un peu l'équivalent du baptême de Clovis pour nous, quelque part. Alors, dans mon esprit, quand même, ce problème s'inscrit dans la perspective de ce que je crois devoir être l'avenir de notre continent boréal, c'est-à-dire un rapprochement progressif des différentes nations qui la constituent, parmi lesquelles, bien sûr, l'Ukraine et la Russie. Et par conséquent, on peut considérer que ce conflit est une guerre civile qui oppose des
intérieuro-slave, en fait, et que ça ne résout pas pour autant le problème. Ça ne le rend pas plus facile à résoudre. Néanmoins, je crois que tous les efforts doivent tenir compte de cette perspective, et qu'il ne suffit pas de neutraliser, qui pourrait être la vérité une étape, l'Ukraine. Il faut le faire dans la perspective d'une coopération nécessaire avec les autres pays du continent boréal, y compris bien sûr la Russie. Alors dans un climat de défaite pour la France, on a connu le congrès de Vienne, c'était avant les 100 jours, avant Napoléon. Est-ce qu'il ne faudrait pas une espèce d'équivalent d'un congrès international? Les 100 jours, permettez-moi de rappeler que c'est un épisode dramatique de notre histoire. Et que je me souviens, ayant visité l'adorable île d'Elbe, n'est-ce pas, où Napoléon avait été nommé en quelque sorte roi de l'île d'Elbe, et c'est de là qu'il est parti pour l'épisode des 100 jours, qui est un épisode qui s'est terminé de façon dramatique pour notre pays. Waterloo, 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 morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton cercle de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. Je parlais du congrès de Vienne parce que justement, il a été interrompu par le retour de l'île d'Elbe et l'aventure napoléonienne des 100 jours, alors que nous étions en train, malgré la défaite de la campagne de France, de reprendre diplomatiquement le dessus au milieu des puissances européennes qui nous occupaient. Mais là, franchement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer comme sortie de crise un grand congrès européen, nouveau, exclusivement diplomatique, si possible démocratique par ses représentants, et qui aurait enfin une allure de paix et qui empêcherait éventuellement les Russes de basculer du côté de l'autre camp? Absolument, ça c'est la Chine. C'est une des conséquences possibles, sinon probables, de la politique actuellement menée, c'est qu'elle pousse la Russie dans les bras de la Chine. Et je rappelle quand même que la Chine, c'est au moins 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire 20 fois plus que ce que nous représentons, bien plus que cela même. Les Chinois plus les Indiens, c'est un tiers de l'humanité, sans parler du développement démographique de l'Afrique. Absolument, il faut être extrêmement prudent, mais ne jamais perdre de vue la perspective de construction de l'ensemble boréal. Car c'est, me semble-t-il, la sortie par le haut des problèmes qui sont ceux que nous connaissons actuellement et qui sont dramatiques. Bon, ben, la guerre est quelque chose de haïssable, surtout quand elle frappe les frères contre les frères. Nous sommes bien d'accord, le président Poutine n'est pas un monstre. Non, ce n'est ni un monstre, ni un dictateur. Et c'est un gouvernement autoritaire, certains pourraient même dire autocratique, qui est en quelque sorte lié à la tradition de gouvernement de la Russie. On le compare quelquefois à Nicolas Ier. Oui, enfin d'abord, il faut que quand un pays se trouve en situation de guerre, il est normal que le commandement soit unique. Et qu'on se mette de côté, on l'a fait même dans notre propre pays, les mécanismes démocratiques qui, par définition, sont des mécanismes, comment dirais-je, diviseurs, par nature. Autrefois, le tsar était le tsar de toutes les Russies. Alors, il y en a combien des Russies? Parce que s'il y a la Biélorussie, plus l'Ukraine, plus toutes les Russies, ça va jusqu'où? Bien sûr. Oui, mais c'est la menace que certains font peser que la Russie pourrait intervenir sur d'autres territoires contigus de l'Ukraine me paraît dérisoire. Je crois que ça n'est dans l'esprit de personne d'agrandir le champ du conflit, mais au contraire de le résorber. Et trouver un point d'équilibre. D'étendre le moins possible. Et trouver un point d'équilibre général. Vous avez vu que
Dans le domaine culturel, on commence à dire que les artistes russes ne devraient plus jouer quand ils sont chefs d'orchestre ou musiciens, ne devraient plus publier quand ils sont écrivains, que c'est pas bien vu de lire Tolstoï ou Dostoïevski par les temps qui courent. Absolument. Mais où est-ce qu'on va avec ce genre de choses? Il y a un phénomène de russophobie qui se développe et que je trouve haïssable et contre lequel nous devons lutter. La Russie est un pays ami, c'est un pays frère, dirais-je, de l'Europe boréale. Et par conséquent, nous devons toujours penser à l'avenir et pas seulement aux phénomènes contingents d'aujourd'hui. Et dans la perspective de la solution pacifique de l'affaire de l'Ukraine, nous devons toujours penser que ceci doit être préalable à la construction de l'ensemble boréal que nous souhaitons. Un petit mot des élections françaises. D'après vous, ça y est, c'est plié, c'est fini, le président Macron est réélu? Ça n'est jamais joué à l'avance, on ne sait pas, parce que je pense que dans notre temps, les événements pèsent plus lourd que les personnalités. Et là, ils pèsent lourd avec la guerre. Et il y a la guerre, mais il peut y avoir d'autres événements plus graves aussi, et qui peuvent orienter l'avenir d'une façon différente. Et nous devons nous attendre et prévoir, quand on est responsable politique, qu'une telle évolution puisse se produire. Et il ne faut pas jeter le manche après la cognée, mais il faut penser à la paix. D'abord la paix tout de suite, mais aussi la paix d'après, celle de la reconstruction. Alors, je vais vous parler de l'élection présidentielle, donc c'est l'élection d'après, ce sont législatives, et ainsi de suite, la reconstruction éventuelle sont un résultat dont on ignore tout. Je voulais juste rappeler une chose. En 2002, parce qu'on s'approche maintenant du 20e anniversaire du célèbre 21 avril, où vous fûtes qualifié au second tour de l'élection présidentielle contre toute attente, sauf vous, puisque quelques jours avant vous aviez un soupçon. Je vérifie le chiffre, 194 600 voix vous séparent de Lionel Jospin qui est juste derrière vous. Ça fait 2 voix par bureau de vote. Oui, mais il suffit de... Il n'y a pas besoin de 194 000 en démocratie. Il suffit d'une seule voix de majorité pour que la décision soit prise. Pour que ça passe, là nous parlions de l'accès. C'est un arbitraire, mais enfin, on pourrait considérer qu'il faut les 2 tiers, ou le 3 quarts, ou le quart. Enfin, la règle, c'est en général la majorité, la moitié. Bon, alors là, je vous parlais du premier tour, de votre arrivée inopinée, pour beaucoup de gens, au second tour d'élection présidentielle en 2002. Et je voulais rappeler une chose, vous êtes à 12-13%, péniblement d'ailleurs, 15 jours, 3 semaines avant ce second tour. Et puis hop, il y a le rebond, qui est lié au jeu de l'abstention, à la multiplication des candidats de gauche. Il y a beaucoup d'explications à cette élection, mais jusqu'au bout. On ne sait pas ce qui peut se passer. Qui va voter, qui ne viendra pas, qui aura été convaincu, qui dit aujourd'hui qu'il ira voter alors qu'il n'ira pas. On ne sait rien de tout ça. Ça vous inquiète, cette abstention de masse? Est-ce que vous pensez, comme le président du Sénat qui parle de ça, M. Larcher, que s'il y avait, à cause de l'absence de débat, ou une élection un petit peu brouillée par les événements internationaux, une absence de légitimité de celui ou celle qui sera élu, est-ce qu'on a le droit de parler de ça? Autrement dit, si les Français ne jouent pas le jeu de la démocratie, est-ce que celui qui sortirait tout de même de ce jeu-là serait plus ou moins légitime? Qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas, parce que je pense qu'il n'y a pas dans la France de troubles graves qui justifieraient cette méfiance. Après tout, les élections sont prévues à une certaine date, quels que soient les événements, sauf peut-être la guerre mondiale, qui justifierait un report de l'élection ou une modification du calendrier. Je pense que l'élection doit se dérouler en son temps, les électeurs doivent être conscients de leurs responsabilités. Je pense que Marine sera au 2e tour de cette élection le candidat des patriotes français, et par conséquent, je n'écarte pas, loin de là, l'idée qu'à la limite, Marine puisse être présidente de la République. Après tout, c'est la règle du jeu, et pourquoi pas en sa faveur, plutôt qu'en sa défaveur.
Alors un souvenir, parce que je vais vous parler d'un film qui est en train de sortir, qui concerne l'incendie de Notre-Dame. C'est un film de Jean-Jacques Hano, qui paraît-il, il sort aujourd'hui, est extrêmement spectaculaire, à la fois dans l'esprit et dans la reconstitution. Vous vous souvenez, nous étions à Strasbourg, nous étions tous les deux, c'était la veille de votre dernière intervention au bout de 35 ans de mandat. Vous étiez en interview au moment où il a fallu allumer la télévision, puisque des alertes venaient sur les téléphones, pour assister à la chute de la flèche, et ainsi de suite, dans l'État. Alors ce film, cette épreuve, la chute de Notre-Dame, qui a été évitée par le courage incroyable de ceux qui ont sauvé à la fois le monument et ses trésors, qu'est-ce que ça nous inspire? C'est jamais fini, finalement. Voilà, à la vérité, on est toujours au risque d'un incident gravissime, et tant que la destruction n'est pas totale et que la mort vous a pas écarté de vos responsabilités, eh bien, il faut lutter, il faut bâtir, il faut d'abord éteindre les incendies, puis procéder immédiatement au déblaiement, puis à la reconstruction patiente du trésor, d'un des trésors qui nous ont été légués par les générations de ceux qui nous ont précédés dans notre pays. Ce qui veut dire que même si on souhaite la victoire, vous souhaitez la victoire de Marine Le Pen, il faut tout de même que la France reste la France, comme dit l'autre. Bien évidemment, le slogan est bon. Et puis, il n'y a pas dans les idées de ceux qui sont les concurrents de Marine Le Pen que des choses détestables. Il y a beaucoup de choses qui sont constructives, et qui pourraient s'intégrer au programme que Marine Le Pen serait amenée à mettre en route lors de son élection. Et vice-versa, vive le Rassemblement national. Vive le Rassemblement national. Le nom de votre groupe parlementaire de 1988. Merci Jean-Marie Le Pen. Absolument, au revoir.